Nous voilà proche du terme de cette matinée. Alors, on évoquait tout à l'heure le formidable ouvrage de Christopher Clark sur les somnambules. Hein. Il nous raconte comment toute une élite s'est levée au seuil du XXe siècle et a marché allègrement les yeux fermés vers l'enfer. Un enfer de sang, d'acier, de larmes, dont l'Europe ne se relèvera jamais totalement. Et pourtant, il reste quelque chose de l'Europe, et c'est peut-être un peu ce qu'on a vu ce matin. Il reste comme un esprit. Il y a quelques années, je me souviens que l'historien Francis Fukuyama, en pensant à l'optimum sociétal dans le monde, vers lequel tous les pays devaient un jour converger, avait inventé cette expression étonnante pour un Américain, « going to Denmark ». Ainsi, ce petit coin d'Europe symbolisait l'idéal de démocratie et de prospérité, et peut-être aussi de bonheur de vivre ensemble. L'Europe peut donc être un modèle d'avenir. Mais aujourd'hui, même le Danemark se met à douter. Le populisme y fleurit comme ailleurs, et l'étranger est moins bienvenu. Alors oui, notre continent doit se réinventer et s'accorder sur le chemin à suivre, et la bataille est loin d'être perdue. Et c'est pour tracer cette route que nous avons choisi de donner la parole à 3 acteurs engagés sur des terrains bien différents, celui de l'économie, celui de la politique, on va dire, et celui de la philosophie. C'est pourquoi donc j'accueille avec plaisir maintenant Sylvie Goulard, sous-gouverneure de la Banque de France et ancienne députée européenne, fervente défenseur de l'européanité, et Patrick Artus, économiste et membre du Cercle des économistes. Et puis enfin, Étienne Klein, physicien et philosophe. Alors, Patrick Artus, je vais commencer par vous. On a beaucoup reproché aux économistes, et on l'a encore rappelé ce matin, de ne pas avoir prévu la dernière crise financière. Est-ce que cette fois, ils comprennent ce qui est en train de se passer et les voies d'avenir ? Attention à ce que vous allez dire. Oui, on n'a pas répété. Bien, bonjour à tous. Oui, je crois que, pour reprendre une partie des choses qui ont déjà été dites ce matin et pour répondre à votre question, Philippe, nous avons eu beaucoup d'espoir, je parle comme économiste, hein, mais pas seulement, dans les années 90-2000. Nous avions l'espoir d'avoir finalement une perspective enfin positive, encourageante dans l'économie mondiale. Nous avons le progrès technique, hein, le numérique, l'intelligence artificielle, dont nous pensions qu'il allait créer de la productivité, réduire le temps de travail, faire disparaître les emplois difficiles, compenser le vieillissement démographique. Et si je dis pas ça, mon président Lorenzi va être fâché. Vous savez qu'il ne pense qu'au vieillissement, je ne sais pas pourquoi. Et nous avions vraiment cet espoir du progrès technique avec toutes ces nouvelles technologies. Et j'y reviens dans une seconde. Et puis nous avons eu le mythe de l'économie libérale qui allait devoir régler tous les problèmes de l'économie mondiale. Appelons ça le consensus de Washington, si on veut. Donc, ouverture des échanges avec les pays émergents, libre circulation des capitaux, déréglementation des marchés du travail. Et on a pensé qu'on arriverait à avoir donc, de la croissance, plus de loisirs, une allocation des capitaux au bon endroit sur la planète, le plein emploi. Et on pensait ça assez sincèrement. Yann Algan disait ce matin, on s'est trompé. Oui, je crois que beaucoup d'économistes, là, se sont trompés. Alors, qu'est-ce que nous observons aujourd'hui ? Je pourrais le faire en 2 temps, en disant, effectivement, il y a quand même un énorme recul qui est apparu par rapport à cet espoir, mais 2, nous commençons à comprendre ce qu'il faudrait faire pour revenir sur une piste d'optimisme. Alors, je vais aller très vite, puisque plein de choses ont déjà été dites, mais je vais donc me concentrer sur ce qui n'a pas été dit. De façon très incroyable, le numérique et les nouvelles technologies, aujourd'hui, sont associés à un considérable ralentissement des gains de productivité. Ce qui est le pire qu'on puisse avoir quand on est dans des sociétés vieillissantes, où comme il y aura moins de gens qui travailleront, il faudrait qu'on ait de la productivité. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible et qui est totalement contre-intuitif, mais c'est clairement démontré. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Il y a 2 façons, une un peu négative et une plus optimiste de le voir.
Il y a ceux qui disent que c'est inhérent à cette forme de progrès technique. Les robots détruisent des emplois intermédiaires dans l'industrie, dans les services, et créent du revenu qui fabrique de mauvais emplois dans des services basiques. Il y a un travail, par exemple, sur l'Allemagne, où on montre qu'un robot dans une entreprise allemande détruit 3 emplois, si c'est une entreprise industrielle, qui étaient des emplois assez bien payés de l'industrie. Et comme ce robot crée du revenu et de l'efficacité, dans le bassin d'emploi de cette entreprise, l'installation du robot crée 5 emplois dans le transport, les bistrots, enfin, avec des salaires beaucoup, beaucoup plus bas que les emplois qui ont été détruits. Donc cette piste-là, c'est la fameuse piste de la bipolarisation du marché du travail. Elle consiste à dire que ce progrès technique-là dégrade la qualité des emplois. Et donc, si c'est ça, on est très inquiet. Il y a une nouvelle piste qui paraît convaincante et qui apparaît, qui est la piste d'espoir. C'est très intéressant. Il y a des choses sur lesquelles travaille Philippe Aghion, par exemple, ou David Autor, ou MIT, qui montrent que le problème, c'est que le progrès technique a conduit à une incroyable concentration des entreprises, et Emmanuel en parlait à l'instant. Nous avons une incroyable concentration. Il y a de plus en plus de grandes entreprises en position dominante. Parce que c'est plus facile dans de nouvelles industries, parce que les taux d'intérêt sont très bas et qu'on peut facilement s'endetter pour croître. Et ces entreprises dominantes n'ont aucune incitation à faire des gains de productivité puisqu'elles sont dominantes. Donc on est revenu dans un monde de monopole. Google a 95% de part de marché en dehors de Chine dans le moteur de recherche. Est-ce bien raisonnable, quoi? Alors on fait pas. Alors j'ai bien vu que tu étais pas pour la fusion des locomotives, mais on fait ça, mais on laisse Google avoir 95% de part de marché. Donc il y a la piste positive qui est, il faut casser à nouveau les monopoles. Il faut mettre de l'antitrust, il faut casser les monopoles, et là nous trouverons le progrès technique que les innovations amènent. Alors je vais très vite sur le deuxième point qui a déjà été débattu. Je crois que ce premier point est très important, parce que la dégradation continuelle de la qualité des emplois, si c'est ça le phénomène dominant, est quelque chose qui est extraordinairement inquiétant pour nos sociétés. Le deuxième sujet, bien sûr, c'est au sens large l'économie libérale. C'est assez étonnant. Comme je suis en train de finir un livre là-dessus, j'ai relu tous les écrits du FMI sur le système monétaire international. Le retournement de veste est prodigieux, quoi. Je veux dire, parfois c'est les mêmes types qui signent, quoi, qui vous expliquaient il y a 10 ans que tous les obstacles à la circulation des capitaux, bien sûr, tuaient la croissance mondiale, et qui vous expliquent aujourd'hui qu'il serait extrêmement intelligent de mettre des contrôles des capitaux, quoi. Et il y a vraiment un revirement intellectuel extrêmement important, je trouve, sur l'économie libérale. Je donne 3 exemples pour aller vite. Le premier exemple, bien sûr, on en a parlé beaucoup ce matin, c'est la globalisation des marchés des biens. Et on est en train ici, alors il y a des choses auxquelles on réfléchit, on peut taxer les pays qui ne font pas d'efforts pour réduire le CO2 ou qui n'ont pas de protection sociale, mais spontanément aujourd'hui, l'économie mondiale revient vers une organisation régionale et moins mondiale. Les chaînes de valeur mondiales, c'est un animal du passé. On va vers des chaînes de valeur régionales. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Et c'est un mouvement endogène du monde de l'entreprise qui se rend compte que des chaînes de valeur mondiales, c'est trop compliqué, c'est fragile, et qu'il faut travailler sur une base beaucoup plus régionale. Et ça, je trouve que c'est très encourageant. Deuxième point, la mobilité des capitaux. Évidemment, aujourd'hui, la quasi-totalité des économistes normaux, il y en a qui ne sont pas, mais pensent qu'une certaine dose de contrôle des capitaux, particulièrement dans les pays émergents, est extrêmement importante. Rendez-vous compte que nous avons totalement déstabilisé les économies des émergents. Le Brésil, en 2012, avait un taux de change qui était $2,60 par dollar. 4 ans plus tard, c'est 4,50. Je ne connais pas un pays qui peut résister à ce genre de choc, parce que tout d'un coup, les capitaux sont partis, puis ensuite ils sont revenus, puis ils sont repartis, puis ils sont revenus, et ceci tue tous les potentiels de croissance des émergents. Donc il faut des contrôles des capitaux. La technique de ça n'est pas simple. Il faut arrêter les mauvais capitaux et pas les bons, et ils ne se déclarent pas comme tels, évidemment, donc, mais il faut faire ça. Et puis évidemment, le troisième sujet sont les marchés du travail. Plus personne ne défend l'idée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a libéralisé, on a énormément d'écrits, bien sûr, là-dessus. On a détruit le pouvoir de négociation des salariés.
Prends l'exemple de la France. Quand j'aime bien aller aux États-Unis et parler aux Américains du marché du travail français. Comme vous savez tous, et Muriel Pénicaud fait la publicité du chiffre, la durée moyenne d'un nouveau contrat de travail en France, c'est 4 jours. 4 jours. Hein. Et donc c'est assez dur d'avoir des hausses de salaire parce qu'il faut demander le salaire le jour 2 de sa présence dans l'entreprise, quoi. Donc tout ça n'est pas simple. Et bien sûr, tout ça est un phénomène mondial. Donc nous avons détruit la capacité des salariés à avoir des hausses de salaire, même au plein emploi. Le mode normal de régulation du capitalisme de l'OCDE aujourd'hui, c'est la déformation du partage des revenus au détriment des salariés. Les deux cas extrêmes sont les États-Unis et le Japon. Hein. Et ceci, évidemment, est un problème. Alors, je ne parle pas d'équité, c'est un problème économique, puisque nous sommes en train de ruiner les classes moyennes de ces pays, qui fait qu'elles n'achèteront pas les nouveaux biens. Donc, il faut évidemment redonner du pouvoir de négociation aux salariés. Et donc, évidemment, je pense qu'on va revenir en arrière sur les déréglementations des marchés du travail et rééquilibrer le partage des revenus. Et ceci va se faire d'une façon politique ou d'une façon économique. Voilà, donc je m'arrête là. Et je pense que c'est une autocritique des économistes, puisqu'on est passé d'un consensus qui était un consensus très, très confiant dans le progrès technique et très confiant dans l'économie libérale, à un consensus où on se rend compte que le progrès technique peut aussi créer à nouveau un ralentissement de productivité s'il est synonyme de monopole et qu'on n'a pas fait attention à ça. Et puis qu'il faut évidemment remettre des contrôles dans l'économie libérale, et on pourrait parler de beaucoup plus d'exemples. Alors, et c'est signé du chef économiste de la banque Natixis. Voilà, il faut plus de contrôle des capitaux. C'est formidable. Mais évidemment. C'est extraordinaire. Mais oui. évidemment. Et de même, et je prends encore 5 secondes, est-ce bien raisonnable que 70% des transactions sur actions aujourd'hui soient faites par des robots et pas par des individus qui investissent dans une entreprise en sachant ce qu'ils font, quoi. Donc il y a des choses dans la finance, évidemment, qu'il faut corriger. C'est peut-être de réduire la taille de la finance, finalement, peut-être. C'est pas la taille, c'est la nature. Hein, c'est la nature de la finance qu'il faut changer. Très bien. Alors, Sylvie Goulard, vous êtes aujourd'hui sous-directrice sous-gouverneur à la Banque de France, mais avant vous étiez évidemment députée européenne très en vue. Vous avez passé très longtemps sur les bancs du Parlement européen. On est à 2 mois d'élections européennes. On sait que ce sont des élections qui ne suscitent pas toujours un grand enthousiasme. Ce matin, finalement, on a expliqué que l'Europe était à la fois le problème et la solution, en quelque sorte. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on redonne le goût de l'Europe ? Bon, d'abord, bonjour à tous. Oui, le sujet que vous aviez demandé, c'était croire en demain. Donc, c'est à la fois l'Europe et un peu plus. Je voudrais faire 3 remarques. La première, c'est un petit peu, ça a été évoqué, je crois, tout à l'heure, j'ai entendu une partie de la table ronde précédente. C'est ce rapport entre ce que la technicité exigée pour prendre des décisions et le besoin de participation et de démocratie. Je crois que là, on est à un point qui est extrêmement important et où l'existence de la construction européenne, ou d'ailleurs d'organisations internationales comme le FMI, ajoute un degré supplémentaire, mais à une problématique qui est déjà là. Et personnellement, je ne suis pas pessimiste parce que je crois justement qu'on est en train d'abandonner un certain nombre d'arrogances ou de certitudes et de revenir peut-être, je crois que c'était le principe socratique qui disait il y a une seule chose dont je suis sûr, c'est que je ne suis sûr de rien. Et comment on trouve le bon équilibre entre un besoin d'expertise, notamment je pense au changement climatique, je pense aux enjeux du vieillissement qui sont des vrais enjeux pour nos sociétés, vraiment. L'innovation technologique, ça a été mentionné par Patrick Artus. On a à l'évidence besoin d'experts, de scientifiques, de personnes qui sont capables de décrypter des réalités complexes. Et dans le même temps, on a vraiment besoin que ces personnes-là ne perdent pas le contact avec l'ensemble de la population, non seulement soient capables de transmettre, mais surtout soient capables d'écouter. Quand j'étais au Parlement européen, je me suis à la fois beaucoup occupée de finances et j'étais présidente de l'intergroupe de lutte contre la pauvreté, dans lequel nous travaillons uniquement en présence de personnes démunies sur les problématiques qui les concernent. Et je crois qu'on peut inventer, et c'est même pas très compliqué, une autre manière d'interagir entre, d'un côté, l'expertise nécessaire, et franchement, il faut défendre l'expertise et la raison et le progrès, même s'il y a eu des erreurs, Patrick. Moi, je suis effarée de voir ce qu'on entend sur les vaccins en ce moment, par exemple. Et oui, c'est la même chose. On en parlait tout à l'heure. Oui. Voilà, je suis désolée, je n'avais pas entendu, mais il est absolument vous avez Pasteur important, au 2e rang, là, c'est ça. Il est absolument important
de ne pas mettre en doute cette énorme valeur ajoutée des Lumières et de l'Europe, qui est la croyance qu'il peut y avoir un progrès, qu'après il faut être capable de mesurer, d'encadrer, d'accompagner par les mesures politiques appropriées. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui me frappe énormément, c'est que dans une société dans laquelle les choses sont plus complexes, dans laquelle l'innovation technologique est tellement rapide qu'on ne sait pas d'ailleurs très bien jusqu'où elle va nous entraîner, personnellement, face à l'intelligence artificielle, face à certaines possibilités de traitement génétique et autres, on a de vraies questions éthiques à se poser. Mais enfin, disons que dans ce monde-là, ce qui est assez frappant, c'est le piège que tendent les populistes, qui est en fait un piège de division. Parce que ce qu'ils disent, c'est qu'il y a d'un côté le peuple et de l'autre côté les experts, les élites, etc. Et ça, il ne faut, à mon avis, mais même pas commencer à accepter de discuter sur ce terrain-là. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans la Constitution française, la République est une et indivisible. On peut être issu du peuple et avoir fait des études. On peut avoir fait des études et pas être plus malin que les gens du peuple. On peut avoir besoin... D'ailleurs, je ne connais pas une personne qui, ayant un cancer grave, voudra être soignée par un imbécile plutôt que par quelqu'un de compétent. Donc, à force d'acheter cet argument extrêmement, je dirais, facile, qu'on va pouvoir, soi-disant, rassembler la nation en opposant les gens les uns aux autres, on est sur un terrain extrêmement dangereux. Donc je crois que ce qui est très important, et c'est pour ça aussi que dans un contexte de vieillissement, dans un contexte de besoin d'investissement intellectuel pour faire face au changement climatique, pour faire face à des défis nouveaux, on a besoin de toute la population. On a besoin d'être extrêmement inclusif. On a besoin d'avoir beaucoup plus de femmes qui puissent faire valoir leurs compétences. On a aussi besoin que les étrangers ne soient pas considérés comme une espèce de main-d'œuvre de seconde catégorie ayant vocation à faire les tâches les plus ingrates, mais au contraire qu'on exploite tous les talents. Et c'est ça le vrai défi, à mon avis, de l'État, de l'Europe en ce moment, c'est d'arriver à combiner des ambitions qui sont difficiles. Je crois qu'il faut une grande humilité pour ça. Pour être inclusif, il faut une immense humilité. Il faut d'abord être capable de considérer qu'on n'incarne pas à soi seul la réponse, et que la réponse peut venir de gens qui sont extrêmement différents. Donc, je suis désolée, je suis un peu sur des terrains qui sont peut-être philosophico café du commerce, mais je ne pense pas du tout que la réponse soit institutionnelle ou technique. Et ça m'amène à mon troisième point, qui est qu'on voit bien qu'en ce moment, et c'est pour ça que je reste profondément optimiste et convaincu qu'il y a des solutions à portée de main, parce que d'abord on gâche une quantité de talents absolument incroyable. On présente des gens qui sont des ressources comme un poids, alors que parfois ils prennent toute leur place dans la société. Je pense à ceux qui font les métiers d'ailleurs les plus modestes, parce que quelles que soient les évolutions techniques, il y aura toujours des besoins de formation, d'accompagnement, de soins, qui sont des besoins de proximité, qui sont des besoins qui sont ceux qui permettent à une société de rester digne. Je pense par exemple à l'accompagnement des aînés. Je le dis avec beaucoup de douleur, ayant vécu quelque chose de très dur récemment. On a besoin de valoriser ce qui, dans notre société, est souvent présenté comme des métiers qui sont secondaires et qui ne sont pas secondaires pour que notre société soit une société humaine. Et dernier point, donc je disais, ça m'amène à une remarque, tous ceux qui me connaissent savent que je suis très germanisée, qui vient du Faust, de Goethe. Je ne sais pas si vous savez comment, dans le Faust, le diable est décrit, c'est-à-dire les forces du mal, celles qui nous font faire des erreurs, celles qui nous empêchent d'y voir clair. Goethe fait dire au diable qu'il est l'esprit de négation. C'est l'esprit qui nie. Et ça rejoint ce qu'a dit Jean-Pierre Raffarin tout à l'heure. Vous pouvez toujours rêver de la bonne réforme institutionnelle. Vous pouvez toujours rêver d'avoir les pouvoirs sur le papier qui seraient les papiers idéaux. Vous pouvez toujours rêver d'avoir la bonne solution économique. En fait, vous avez à un moment donné des gens qui croient qu'ils peuvent changer les choses ou pas, et qui vont faire avec les moyens du bord. Et d'ailleurs, ça ramène à l'Europe, cette question, parce que vous avez beaucoup de personnes en ce moment qui vendent cette espèce d'idée qu'il y aurait une autre Europe. Bien sûr qu'on peut vouloir changer des choses. Évidemment, les traités, on peut les changer, les politiques, on peut les changer. Dans une démocratie, c'est même important qu'on puisse les changer. Il n'y a aucun doute sur la question. Mais de temps en temps, il faudrait que, peut-être, on perde un peu moins de temps à se dire quelle est la constitution idéale, quel est le référendum idéal, quel est le traité idéal, et que dans le cadre de ce qui est devant nous, avec la boîte à outils qui est la nôtre, et les moyens d'aujourd'hui, on s'attaque vraiment au problème de demain. Et c'est l'esprit de négation qui nous conduit tout le temps sur des chemins de traverse, cherchant à rêver
d'avoir le meilleur outil. Je crois que si nous voulons changer le monde, il ne faut pas forcément penser qu'on va trouver le tournevis idéal. Il faut surtout retrousser ses manches et se mettre à travailler. Merci. Merci Sylvie Goulard. Alors maintenant, Étienne Klein, c'est à vous, là, un peu en guise de conclusion. On a bien compris que nous sommes dans un univers d'incertitude, d'incompréhension, dans un grand brouillard. Dans ces circonstances-là, comment est-ce qu'on peut encore penser et croire en l'avenir ? Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis intimidé de parler devant vous parce que je ne suis pas philosophe politique, pas sociologue, je comprends rien à l'économie. C'est parfait. Je vais plutôt intervenir comme scientifique et m'interroger sur le sens du mot demain en essayant de dépasser la question de savoir s'il faut être optimiste ou pessimiste, mais de tenter d'être lucide et de prendre les mesures qui conviennent. Il y a une définition de l'optimisme de Jean d'Ormesson que j'aimais beaucoup. Il disait « Un optimiste, c'est quelqu'un qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. » Bon, c'est très bien. Voilà. Et donc, le futur, par définition, c'est quelque chose dont nous ne pouvons encore rien percevoir. C'est sa définition. Et du coup, le statut du futur, il est ambivalent, il est évasif, de sorte que nous avons à son égard des attentes qui sont complètement contradictoires. Comment échapper à l'angoisse ? Eh bien, en imaginant que le futur sera une simple variante du passé, voire sa répétition. Bref, que ce sera un lieu dans lequel nous pourrons nous repérer. Ça, c'est pour échapper à l'angoisse. Mais on veut aussi échapper à l'ennui. Et on veut aussi se donner quelques raisons d'espérer. Et pour cela, il faut s'imaginer le futur comme différent du présent et du passé, et comme au contraire un réservoir de surprises. Il y a une attente de surprise, un désir d'étonnement, de sorte que vis-à-vis du futur, nous sommes dans un état de, pardonnez-moi le jargon, mais de superposition quantique, qui est la façon qu'ont les physiciens de dire le en même temps. D'accord ? C'est-à-dire, en même temps, nous voulons que ce soit pareil, et en même temps, nous voulons que ce soit différent. Et la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui se détruit, qu'est-ce qui se construit, qu'est-ce qui va survivre, qu'est-ce qui va apparaître ? Et la doxa générale, celle qu'on entend quasiment tous les jours partout, c'est que le futur sera très différent du présent, sans doute catastrophique. Or, nous sommes tous des conservateurs, c'est-à-dire n'importe lequel d'entre vous dans cette salle serait capable de dire une chose, une pratique, une façon de faire dont il voudrait que ses enfants la connaissent comme il l'a connue. Ça peut être l'enseignement du latin, ça peut être la façon d'acheter les billets de train, ça peut être la façon de faire des enfants, etc. Il y a des choses dont on veut qu'elles ne changent pas. On n'est pas tous d'accord sur ces choses, mais chacun est capable d'en nommer une pour son propre compte. Et ce qui fait qu'on a du mal à dessiner, à configurer le futur, c'est paradoxalement parce que nous avons compris des choses. Et nous avons compris notamment que par des boucles nouvelles et inattendues, nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous. Nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous, tout en continuant d'être soumis à des déterminismes très forts, notamment le déterminisme des lois physiques à propos de l'énergie, le déterminisme des équations de Navier-Stokes à propos du climat. Ça, c'est des déterminations, on n'y échappe pas. Et donc, comment savoir ce qui va se passer si ce qui va se passer dépend de ce que nous allons faire, nous, en tant que nation ou Europe, mais aussi de ce que vont faire les autres. Et on voit bien que ça nous met dans une situation un petit peu délicate, parce que, et là je peux raconter rapidement 2 colloques auxquels j'ai assisté au mois de novembre dernier, sur le même thème, qui était demain. Le premier, c'était avec des ingénieurs, des technologues, des médecins, qui parlaient de l'avenir de l'être humain, et qui expliquaient que grâce à toutes sortes de choses, les implants ou bien la modification du génome, on allait pouvoir fabriquer des humains qui seraient en fait des humains augmentés, des espèces de cyborgs qui seraient débarrassés de la plupart des soucis qui sont liés à la matérialité du corps. Et puis le colloque suivant, c'était un colloque organisé plutôt avec des scientifiques, des chercheurs qui travaillaient sur l'énergie, le climat, la biodiversité, l'environnement, etc. Et qui, eux, tenaient un discours complètement catastrophiste, dont les arguments, vous les connaissez, je ne vais pas les rappeler. Et donc, on est dans une situation où le discours des ingénieurs s'émancipe et même contredit le discours des scientifiques. Et si on en fait la synthèse,
ça donne pour le futur des cyborgs moins nombreux que les humains d'aujourd'hui, vivant dans un environnement complètement dévasté. Ce qui n'est pas forcément très excitant. Alors mais ça pose une question intéressante, excusez-moi, c'est une question de physique, qui est une question naïve que pose Einstein et qui va résoudre à sa façon, c'est est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir? C'est-à-dire, quand vous pensez au futur, est-ce que vous pensez à quelque chose qui est déjà là, à un endroit où nous ne sommes pas et qui attend qu'on arrive? Ou est-ce qu'au moment où vous parlez, dans le présent, donc, le futur est encore dans le néant? En fait, il y a une lecture de la théorie de la relativité qui s'appelle l'univers bloc, qui consiste à penser l'espace-temps comme l'espace. C'est-à-dire à dire que tous les événements, qu'ils soient passés, présents, futurs, sont déjà là dans l'espace-temps, de la même façon que toutes les villes de France sont là en même temps, Bordeaux, Montpellier et Paris, évidemment. La seule différence entre ces villes, c'est que Paris accueille notre présence. Donc ce qu'on appelle le présent, c'est le fait d'y être présent. Et bien, la même chose vaut pour l'espace-temps. Tous les événements sont là, le passé, le présent, le futur. La seule différence entre ces trois notions, c'est que nous sommes présents aux événements dont nous disons qu'ils sont présents. C'est notre présence qui les rend présents. D'accord ? Alors, évidemment, c'est une lecture de la relativité qui est contestée, notamment par ceux qui défendent plutôt le présentisme. Le présentisme, c'est l'idée que seul existe ce qui est présent. L'instant présent, il est ceinturé en son amont et en son aval par du néant. Et donc, je pense que si on veut croire à demain, il faut synthétiser l'univers bloc et le présentisme. C'est-à-dire considérer que le futur sera bien une réalité, c'est pas un néant, il y a un futur. Mais considérer, et ça c'est la caution qu'on donne au présentisme, qui n'est pas complètement configuré. C'est-à-dire qu'il y a encore une place pour le désir, pour les projets, pour la volonté, pour la construction, etc. Et donc, plutôt que d'annoncer la fin du monde ou la fin de l'humanité, ou bien de s'exciter dans une sorte d'immobilité trépidante, il faut faire le pari que 2050 va arriver. Et de faire en sorte qu'il y ait quelques connaturalités avec ce que nous voulons. Et donc, il faut... vous avez parlé de responsabilité et de vérité, c'est les deux mots importants. Je pense qu'il faut arriver à avoir le courage de déterminer ce que nous voulons en tenant compte de ce que nous savons. Et en tenant compte de ce que nous savons, notamment par la science. Plutôt que de dire que le changement climatique, c'est un complot des Chinois, regardez la chose de près. Les questions d'énergie, les regarder de près. On parle de production d'énergie, c'est un abus de langage. Personne n'a jamais produit d'énergie. L'énergie se conserve. Donc pour avoir de l'énergie, il faut déjà en avoir. Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est transformer sa nature ou bien la transférer d'un système à un autre. Il n'y a pas non plus d'énergie renouvelable. Personne n'a jamais consommé d'énergie, puisqu'on ne fait qu'elle se conserve. Donc on ne fait que créer de l'entropie, en dégradant la qualité de l'énergie, mais on n'en a pas consommé, etc. Il y a toute une façon de parler qui doit être revisitée à l'aune de ce que nous savons. Et donc le courage, c'est de tenir compte de ce que nous savons pour décider de ce que nous voulons. Et il y a un fait qui ne nous aide pas à faire cela, un fait qui semble anodin, mais qu'on a pu largement quantifier avec un collègue de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner. Avec des logiciels, on peut regarder la fréquence d'usage des mots dans les discours publics. Et on a vu une chose que nos oreilles avaient déjà pu percevoir de façon moins mesurée, disons, c'est la disparition ultra rapide, en un quinquennat, du mot progrès dans les discours publics. Plus personne ne parle de progrès, vous en avez parlé, mais très peu on en parlait. Le mot a été remplacé par le mot innovation. On pourrait dire c'est pas grave, c'est deux mots presque synonymes, on a simplement remplacé un mot par un autre, mais le message est le même. Or, si on regarde la rhétorique d'aujourd'hui par laquelle on défend l'innovation, on se rend compte qu'elle ne rend pas justice à l'idée de progrès. Et même, elle la contredit. Qu'est-ce que c'est que croire au progrès ? C'est fabriquer du futur une vision qui est à la fois crédible parce que ce n'est pas l'utopie, et attractive. Il faut qu'elle soit attractive parce que le progrès n'étant pas automatique, il faut se sacrifier pour le faire advenir.
Et donc, c'est l'idée que le temps qui passe est constructeur, il est complice de notre liberté, de notre volonté, etc. Moi, j'ai rien contre l'innovation, au contraire. Mais quand je regarde la rhétorique, notamment de la Commission européenne, pour l'horizon H2020, il s'agit de dessiner un futur. Qu'est-ce qu'on prend comme date ? 2020. Bonjour l'ambition. D'accord ? Oui, mais quand même. Et si on regarde le document qui va avec, lisez la première page, il fait 50 pages, le mot innovation est cité 307 fois dans le document sans être nulle part défini. La première page, c'est l'Europe est face à des défis, changement climatique, raréfaction des ressources, vieillissement de la population, etc. Et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que grâce à l'innovation. Autrement dit, ce qui légitime l'innovation dans ces discours-là, ce n'est pas une vision du futur qu'on voudrait atteindre, c'est l'état critique du présent. C'est l'état critique du présent qui légitime les actions. Ce qui nous ramène à Francis Bacon, qui a écrit un livre en 1625, dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle « L'innovation ». L'innovation. Et moi, je le donne à lire à mes étudiants, sans leur dire qui l'a écrit, ni quand il a écrit. Je demande à l'autre qui a écrit ça. Ils ont une culture limitée, donc ils me disent ça a été écrit par Jacques Attali la semaine dernière, ou par Alain Minck. C'est-à-dire, en gros, nous parlons de l'innovation en 2019 comme on en parlait en 1625, c'est-à-dire avant les Lumières, avec l'idée que le temps qui passe, il est corrupteur, il dégrade les situations, il abîme les choses. Et la seule façon d'empêcher que le mal l'emporte, nous dit Bacon, c'est l'innovation. Et je pense que si on croit au progrès, alors on doit tenir compte des leçons du XXe siècle. Il y a toutes sortes de naïveté dans l'esprit des Lumières. Ils pensaient à un embrayage automatique entre les différentes formes de progrès. Ça ne marche pas. Mais si on croit au progrès, la première chose à faire, c'est de soumettre l'idée même de progrès à elle-même. C'est-à-dire de faire progresser l'idée de progrès. Et pour cela, on peut être aidé par une anagramme intéressante, qui est que l'anagramme de l'idée de progrès, c'est justement le degré d'espoir. Merci. Je peux juste dire une chose. Oui, alors Sylvie. Non, c'était encore une fois, j'avais moi-même cité le mot, j'avais cité les vaccins, les lumières. Je suis d'accord avec vous. Je vais juste me permettre, si vous voulez bien, de dire une petite chose en faisant l'esprit de Bruxelles, si j'ose dire. Parce que votre présentation, on est en France, à Paris, et c'est très bien qu'on soit tous français, elle est extrêmement française. C'est-à-dire que vous partez d'une vision. Je ne sais pas si vous savez ce que disait Helmut Schmidt, qui était quand même plutôt dans le camp des progressistes, qui était un homme de la social-démocratie allemande, donc de la gauche. Il disait, si quelqu'un vient me voir avec une vision, je l'envoie chez le médecin. Non, mais sincèrement, c'est-à-dire que l'idée de projeter ce qu'on veut pour l'avenir en ayant une vision, et on revient de la théorie aux étapes, voilà, c'était juste pour dire, c'est notre manière de penser à nous, qui après tout mérite d'être défendue. Mais c'est très drôle, parce que ce que vous avez dit, c'est des choses qu'on vit au quotidien quand on est à Bruxelles, avec d'autres qui vont dire, non, pas du tout. On parle de là où on est, on parle des problèmes qu'on a, comme vous avez dit très bien, on a des problèmes à régler. Ce problème, c'est on a beaucoup parlé de vision ce matin, d'ailleurs. Si je suis d'accord avec vous, mais en même temps, le fait que le futur soit en jachère intellectuelle, qu'il ne soit pas l'objet d'une représentation à long terme, ça crée... Par exemple, le dernier sondage français qui montre que seulement 14% des jeunes français veulent vivre dans le futur. Ce qui pose la question d'ailleurs où ils veulent vivre. Voilà. Ils veulent vivre dans les années 70. Alors, juste avant que vous partiez, comme Pierre Nora a commencé cette journée avec Chateaubriand, on peut dire, moi je vais juste vous citer l'autre grand penseur politique du 19e siècle, qui est Alexis de Tocqueville, et qui résume finalement assez bien l'état d'esprit d'aujourd'hui et qui montre que finalement cette interrogation n'est pas nouvelle. Il disait « Le monde qui s'élève est encore à moitié engagé sous les débris du monde qui tombe, et au milieu de l'immense confusion que présentent les affaires humaines, nul ne saurait dire ce qui restera debout des vieilles institutions et des anciennes mœurs, et ce qui achèvera d'en disparaître. » Merci à tous.